Bonjour Joris, tu es décidément mon premier invité au podcast Yes We Talk où je donne la parole à des clients HubSpot pour donner des conseils à leurs pairs sur comment réussir le projet CRM avec la plateforme HubSpot. Donc merci à toi pour ta participation. Bonjour Samir, merci à toi pour l'invitation. Ben, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui parce que en plus d'être un de mes clients, tu es aussi un collègue très proche à moi. On a travaillé dans le même espace de coworking à Marseille, à la Briqueterie. Et donc, c'est un honneur pour moi de te recevoir en tant que premier invité de ce podcast pour que tu puisses donner tes conseils. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, on peut commencer par le début. Et donc, qui es-tu? Merci Samir pour l'invitation. Moi je m'appelle Joris Renaud, je suis cofondateur de Magma, qui est un SaaS en B2B et qui est à destination des entreprises qui cherchent à augmenter leur taux de conversion. Nous ce qu'on fait, c'est qu'on met en relation les personnes qui se posent des questions sur ce que je vais acheter, ce service, ce produit, et on les met en relation avec la communauté de clients et d'employés qui travaillent sur ce sujet-là ou qui ont déjà pris cette décision d'acheter. Donc majoritairement aujourd'hui, nos clients sont des universités, des écoles supérieures. On travaille beaucoup dans l'éducation supérieure et du coup, on met en relation toutes les personnes qui se posent des questions sur des formations, sur des programmes de master, du MBA, d'executive MBA, avec des personnes qui sont étudiants et étudiantes dans ces écoles-là. Et l'idée, c'est qu'ils leur ouvrent un peu les portes d'une autre manière sur leur expérience en tant qu'étudiant et qui puissent du coup poser toutes leurs questions, que ça soit des questions sur la partie administrative, la partie expérience, et aussi des questions totalement informelles. On a typiquement tous les profils en reconversion qui se posent des questions sur l'emploi du temps parce qu'ils ont une situation de vie de famille et tout ça. Donc on les met en relation avec des gens qui ont le même profil. Ils disent bah ouais, moi j'ai deux enfants, ça s'est très bien passé les études là-bas. J'ai pu gérer mon alternance super bien. Ils m'ont aidé à trouver une entreprise, etc., etc. Et donc, ce qui fait que on augmente en moyenne entre 13 et 17%. Aujourd'hui, on a des entreprises chez qui ça remonte plus haut, mais notre moyenne, elle est là-dessus. Elle est sur cette partie-là, sur le taux de conversion. Trop bien. Et en plus, tu es là pour donner des conseils à d'autres clients HubSpot. Et c'est ce qu'on se Ouais. disait en préparation de cet épisode, c'est que HubSpot, vous l'avez adopté chez Magma très rapidement après la création de Magma. Est-ce que tu peux juste nous raconter comment ça s'est passé au début avec HubSpot, comment vous avez fait le choix d'HubSpot, et puis ton aventure avec la plateforme? Ouais, carrément. Bah, HubSpot, on le connaît parce que qui ne connaît pas HubSpot quand on se pose des questions sur le CRM. euh, pour retracer un peu la genèse, Edouard et moi, on a tous les deux monté des projets, monté des boîtes précédemment. Donc, on a déjà cette habitude de se dire, bon, bah, notre premier travail, c'est de faire en sorte qu'on ait un pipe de gens qui vont nous acheter. Et on a commencé Magma, on a sorti du side project de Magma pour en faire une vraie boîte quand on a eu nos trois premiers clients qui ont payé. Donc on a commencé mois 1 avec déjà trois premiers clients. Et donc se pose rapidement la question de comment est-ce qu'on va aller créer une pratique de vente. Et donc on met en place un CRM et on a hésité avec quelques CRM du marché comme Pipedrive et, euh, et aussi réfléchir à en faire un nous-mêmes. Et en fait, HubSpot nous a paru comme étant la solution la plus complète parce que ça gère à la fois la partie marketing, la partie sales, la partie devis, la partie workflow. Donc aujourd'hui, c'est ce qui nous paraît être le plus complet et on va en parler un peu plus tard sur comment ça évolue au fil des années. Mais aujourd'hui, on gère même notre partie customer success sur HubSpot. Donc c'est assez versatile et ça a plein de points positifs, notamment via l'API parce qu'on a beaucoup de données qui sont transvasées de HubSpot à notre base de données de notre produit ou inversement. Et donc c'est hyper utile et l'API de HubSpot est hyper pratique là-dessus. Ouais, parce que Magma, c'est aussi une application. Je pense que c'est important Ouais. de le souligner. Et donc, du coup, il y a un environnement externe qui vient nourrir aussi HubSpot en fonction de l'usage des utilisateurs. Ça ressemblait à quoi la première licence HubSpot? C'était un niveau starter? C'était la version gratuite? Comment t'as pris en main au Ouais, tout début, quoi? on a commencé avec. Alors, je saurais plus te dire exactement,
Et je pense qu'on a commencé avec la version gratuite pour se faire un peu la main. Ok. Et après, on a commencé à mettre la main dans le portefeuille sur la partie marketing parce que on commence à faire des webinars, donc on commence à avoir une base intéressante sur lesquelles il va falloir mettre en place des workflows. On commence aussi à écrire nos premiers livres blancs, donc sur cette base-là, pareil, on utilise la suite marketing. Et l'idée, c'est que cette suite marketing, ces points de contact, ça vienne alimenter la partie CRM et la partie pipeline de sales. Donc on a ensuite enchaîné sur cette partie-là. Euh, mais vraiment de la manière la plus simple, c'est-à-dire que ça a évolué aussi avec nous, les évolutions de nos process en interne, parce que pendant longtemps, on a été deux, puis après trois, mais c'était des développeurs, etc., un product designer, etc. Donc on a été longtemps deux sur la partie sales, marketing, customer success. Donc voilà, donc on a vraiment évolué de manière assez empirique sur ce sujet-là, en se disant, bon, bah voilà, on va récupérer les infos de deal, puis après, on va créer les infos dans l'entreprise. On commence à discuter aussi avec des groupes. C'est un moment où on a commencé à discuter avec des groupes, avec plusieurs deals, parce qu'ils ont des marques différentes d'écoles, par exemple. Donc, ça nous a permis ensuite d'évoluer pas mal. Et ça évolue encore aujourd'hui parce que grâce à toi, tu nous as accompagnés sur une autre étape euh, de notre vie sur HubSpot parce que on a refondu totalement la façon de gérer le customer success via HubSpot et ça a des implications sur le pipe de sales, etc. Donc voilà. Ouais, c'est super. C'est notamment pour ça aussi que j'ai jugé bon de t'interroger parce que je sais que voilà vraiment toute la stratégie de génération de business de Magma est sur HubSpot, donc sur la partie marketing, vente et puis service client. Euh, Au début, quand tu as eu HubSpot dans les mains, comment tu as fait pour te former? Comment vous avez pris en main la plateforme? Est-ce que c'est toi qui t'es collé et qui a rentré les mains dans l'outil? Et peut-être ce que tu Ouais, referais, ce que tu conseillerais peut-être aux personnes qui commenceraient par une licence gratuite un peu comme toi et qui disent, ouais, bah, après j'évoluerai. ouais. Il y a eu deux phases. Il y a vraiment une première phase où nous on est très habitué aux produits SaaS, etc. Donc on a mis les mains dans le cambouis directement sans aller chercher des tutos ou sans aller s'informer sur quoi que ce soit. Le gros avantage, c'est que HubSpot est hyper intuitif. Donc ça fonctionne bien et nous on a l'habitude aussi des CRM, des bases de données et tout ça. Bah, Donc c'est super que tu on le sait soulignes que parce que c'est ce que je m'efforce à dire. Et donc, ouais, du coup, je t'ai pas payé pour, ouais pour c'est dire clair. ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas mal intuitif. Vas-y, désolé, je t'ai coupé. Ouais, c'est non, mais c'est méga intuitif, donc on n'a même pas eu besoin de tuto pour commencer. Et je dirais que sur la première, je dirais première année et demie, les deux premières années, on n'a pas eu besoin de vraiment aller chercher quoi que ce soit parce que c'était très empirique. Il nous fallait un outil pour gérer les mailings et gérer toute la partie sales et contact. Là où on a commencé à aller chercher des tutos, c'est quand on a voulu mettre le blog de notre site web sur HubSpot Mhm. et on a un site web en deux versions, une version anglaise, une version française. Donc c'est là où ça commence à se compliquer parce qu'il y a des éléments de template à changer et tout ça. Et donc là-dessus, ouais, j'ai commencé à taper des tutos sur Google et sur YouTube pour pouvoir avoir ça. Mais c'est aussi l'autre avantage de HubSpot, c'est qu'il y a une communauté qui est énorme. Et donc, forcément, quand tu as une question sur des sujets qui étaient un peu débutants, bah, quelqu'un a déjà eu cette question, il a déjà posé, il y a déjà des réponses, il y a déjà des vidéos quelque part et tout ça. Donc ça m'a permis de régler certains soucis comme ça. Et ensuite, à une autre phase, là, une phase qui est assez récente où là, on commence à vraiment structurer nos différents pôles au sein de la boîte et commencer à recruter des personnes clés sur ces pôles-là. Il a fallu remettre en place des process et remettre à plat des process. Et donc là, on part des bonnes pratiques, notamment sur HubSpot. Et donc là, l'académie de HubSpot, elle est super sur ça parce qu'elle est à la fois hyper complète et elle aborde à la fois le niveau débutant comme le niveau expert. Et donc on peut aller assez rapidement là-dessus. Et après, il y a plein de tutos sur YouTube pour level up sur ces sujets-là. Ouais, et puis HubSpot, c'est une plateforme.
qui est bon, déjà qui est assez intuitive et tu l'as souligné. Mm. C'est aussi une plateforme où il y a énormément de contenu qui est disponible, où il y a le chat aussi qui est dispo 24/7, etc. Donc ça peut te fournir quand même pas mal de réponses quand tu es client HubSpot pour chercher et trouver la réponse par toi-même. Euh, Parfois c'est un peu complexe et les gens se posent vraiment la question de à quel Mm. moment se faire aider. En tout cas, est-ce qu'il faut se faire aider? Est-ce que je prends le sujet moi-même en interne? Est-ce que je recrute une personne qui sera vraiment la chef de projet, la chef d'orchestre de la plateforme HubSpot en interne? Est-ce que je fais appel à l'aide, soit des freelances, Mm. soit des partenaires HubSpot, soit voilà. À quel moment tu penses que pour une direction, il va falloir agir ou alors Mm. se faire accompagner? Ouais, moi je dirais qu'il faut agir un peu de manière continue, c'est-à-dire que surtout sur des jeunes pousses comme nous, où vraiment on a pris HubSpot au départ, donc forcément à deux avec trois clients, l'activité sur HubSpot elle est pas énorme, mais assez rapidement on commence à avoir un nombre de transactions dans le pipe qui augmente, etc. Donc je dirais qu'à chaque un peu grosse étape de croissance de la boîte, il faut arriver à remettre à plat à la fois ces process et du coup les outils qu'on utilise. Donc pour moi, c'est en moyenne tous les 8 à 12 mois, on remet à plat un peu certains process pour pouvoir s'assurer que un, ce sont bien les bons process et deux, on est bien prêt à capturer ou à surfer sur la vague sans couler parce que justement il y a un process qui nous met dans le rouge. Un exemple typique qui aujourd'hui nous a amené à collaborer ensemble, le fait que on recrute quelqu'un en sales, donc on double notre capacité de sales parce qu'avant il y avait que mon cofondateur Edouard qui s'occupait de cette partie-là. Ça fait qu'on signe trois fois plus parce qu'elle est deux fois meilleure que mon associé. Et bah forcément moi côté customer success, je dois onboarder deux fois plus de clients. Et donc, on repose nos process là-dessus pour s'assurer que on loupe pas un onboarding de clients, que nos clients ils aient bien le time to value idéal pour notre onboarding, que on puisse faire les bons rappels au bon moment et qu'on puisse suivre nos clients tout au long de l'année parce que on fonctionne souvent sur un abonnement annuel. Et du coup là-dessus, euh, ce qu'on a fait, c'est que avant, vu que notre travail était vraiment de s'assurer qu'on comprenne bien les choses, etc. C'était nous qui le faisions, on découvrait notre métier. Là aujourd'hui, ce métier-là, en tout cas le métier de Customer Success, mon objectif c'était de l'industrialiser. Donc j'avais besoin de quelqu'un qui était expert à la fois sur l'outil et à la fois qui avait déjà vécu des expériences sur des sujets d'accompagnement client. Donc c'est pour ça que moi ça m'a paru vraiment super intéressant de travailler avec toi Samir sur cette partie-là et à la fois pour pouvoir remettre à plat tous ces process, donc prendre du temps avec quelqu'un d'extérieur pour dire ok bah voilà mes process et toi tu as été capable de justement d'indiquer oh là tu as un point rouge là tu as un point rouge là un point rouge ou red flag ou comme on veut l'appeler. Donc ça a permis d'avoir quelqu'un d'extérieur qui prend le temps d'analyser et d'avoir une autre perspective que celle qu'on a quand on est la tête dans le guidon et se forcer à prendre un temps hors de la tête dans le guidon parce que c'est aussi souvent le cas dans les entreprises, c'est que on a tout le temps un peu des urgences et il y a des tâches qui se rajoutent sur des tâches qui se rajoutent sur des tâches et donc il faut être en capacité de prendre ce temps qui est super important pour pouvoir réfléchir à ces process, reposer ces process, se poser la question de est-ce que ce process-là c'est le bon, est-ce qu'on accompagne bien nos clients, est-ce qu'on montre bien la valeur à nos prospects, est-ce qu'on accompagne bien ces prospects, est-ce que c'est pas le moment de mettre en place du nurturing par exemple ou quelque chose comme ça. Donc avoir quelqu'un d'extérieur c'est super important. Et pour voir sur les sujets de est-ce que c'est quelqu'un qu'on recrute en interne ou quelqu'un qu'on va prendre comme ça de manière ad hoc, avec passant par un freelance ou par un contrat plutôt à durée déterminée ou quelque chose comme ça. Moi, je trouve que sur la taille de notre entreprise, on va pas refondre ou travailler sur HubSpot tous les jours. On a besoin de travailler tous les jours sur HubSpot pour faire des actions, mais pas repenser les process et pas remettre à plat tout ça tous les jours. Donc, quelqu'un qui vient ponctuellement
avec un objectif et un brief précis, bah, nous, ça nous permet déjà en interne de briefer et déjà, c'est le départ de notre prise de recul, d'écrire le brief, et ensuite de trouver la personne qui va avoir le niveau d'expertise pour nous accompagner dans les plus brefs délais et arriver à scoper cette mission pour répondre à nos besoins le plus rapidement possible. Ouais, bah c'est Donc, super. Tu me tends trop de perches. Et donc, du coup, j'arrive pas à me décider au fur de la discussion laquelle saisir. Mais tu, je pense que une des questions qui se pose le plus, c'est qu'il y a beaucoup de préjugés, en tout cas sur des acteurs un peu freelance, qui hum, sortent un petit peu du modèle traditionnel, enfin des agences plutôt hum, traditionnelles. Parce que souvent c'est des préjugés, c'est des gens qui sont vus comme un peu des geeks, tu vois, dans leur chambre avec un ordinateur, etc. hum. C'est pas forcément négatif, mais il y a des questions qui se posent quand on est dirigeant, quand on doit se faire accompagner. Selon toi, comment vérifier un petit peu l'expertise de la personne qu'on a en face, mis à part regarder son LinkedIn qui doit être bien fait. Mais voilà, Hum, comment ça se passe, c'est quoi les pièges à éviter? Et hum. là, je parle vraiment de passer par une personne qui t'accompagne, quoi. C'est Ouais. quoi les pièges à éviter? Pour moi, le premier piège à inviter, il est lié à soi-même. C'est de donner un brief qui n'est pas clair à quelqu'un. Parce que je pense que on a beaucoup de gens sur les freelances qui ont énormément d'expertise, qui ont déjà roulé de leur boss, que ce soit en agence, que ce soit dans des entreprises et qui ont déjà pratiqué HubSpot notamment, tu vois, qui ont déjà mis en place des process et tout ça. Mais la principale problématique pour moi dans toutes les expériences de freelance qui se sont mal passées chez Magma, c'est parce que nous de notre côté, on n'était pas assez clair sur ce qu'on attendait comme résultat, dans quel timing et quelle allait être notre relation. Donc comment est-ce qu'on va faire des points étapes, etc. Quels sont les milestones à checker et tout ça. Donc pour moi, ça c'est le premier piège à éviter. Il est là, il est d'abord avant de sélectionner qui que ce soit, c'est de se poser la question de est-ce que je suis clair avec ce dont j'ai besoin, et ne pas hésiter à demander à des freelances à poser la question, OK, on n'est pas clair sur nos besoins, on a besoin que tu nous aides sur éclaircir ça et avoir un accompagnement un peu plus gros parce que justement, c'est pas juste répondre à la problématique, c'est demander l'expertise en amont pour pouvoir déceler un peu toutes les problématiques et après scoper les différents projets dans un temps donné. Ça marche beaucoup dans les entreprises qui sont. Je discutais tout à l'heure avec un freelance sur du no-code, des entreprises qui sont en train de revoir leur process en interne et qui font qui mettent en place un peu des process avec du no-code. Bah, la première problématique, c'est de définir quels sont les problèmes dans toutes les opérations de la boîte pour pouvoir après scoper petit à petit les différents éléments. Et du coup, le deuxième truc, c'est mettre des échelons pour pouvoir vérifier si les tâches sont bien faites, si on va dans le bon sens sur le projet. Donc là-dessus, ne pas hésiter à demander de faire des reviews super pas quotidiennes, mais de manière vraiment régulière pour faire en sorte que on puisse juger de la qualité du travail et surtout qu'on puisse s'assurer qu'on va bien dans le bon sens. Et ça, c'est un prof de sciences de l'éducation qui m'a dit ça parce il a fait des recherches sur pourquoi les bons élèves étaient des bons élèves. Et du coup, les bons élèves en France, ça veut dire avoir des bonnes notes. Donc, pourquoi les personnes qui ont des bonnes notes ont des bonnes notes? C'est parce qu'elles demandent le feedback le plus souvent. Et donc, en moyenne, elles demandent 3 à 4 fois plus de feedback qu'un mauvais élève, parce que le mauvais élève, il va attendre le dernier moment pour donner le feedback, c'est la note, alors que un bon élève, ou quelqu'un qui a une bonne note en tout cas, il va demander des précisions déjà sur les consignes, puis après il va donner ses premières idées, puis après il va donner un premier brouillon, etc., etc. Et en fait, il aura totalement répondu aux attentes parce que il se sera assuré qu'il répond aux attentes tout au long du process de production du devoir en tout cas. Donc pour moi, c'est un peu ce sujet-là de se dire bon bah il faut être en capacité, si c'est un développeur qui push du code sur GitHub, si c'est sur HubSpot, bah, qu'on fasse une review du projet à un tiers du temps, à deux tiers du temps, au temps imparti, etc. Et après qu'on s'assure qu'on ait une bonne relation et qu'on sache comment on veut travailler
Et donc moi je trouve que ça a été super clair et super smooth avec toi Samir parce que on était alignés sur la façon de travailler, c'est-à-dire que on a un brief clair qui est noté sur un document. Ensuite on a repris à chaque réunion ce document pour voir les points d'avancement, etc. On a vu où était l'étape suivante, etc. Et donc pour les deux parties, ça a été super clair des deux côtés tout le temps. Donc ça ne peut qu'instaurer la confiance et après on peut aller plus loin sur une collaboration où on met moins de jalons ou ce genre de choses. Mais c'est toujours important de garder ça. Et après le dernier truc, désolé, je suis un peu long, mais Non, le, non, le prends ton temps, on est là c'est pour ça, il n'y a pas de souci. mon dernier point, c'est sur les freelances longs, ce que j'appelle les freelances long terme. Mm. Donc typiquement qui vont avoir un rôle de maintenance ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est super important de garder cette idée de brief et d'avoir quelque chose de super clair en tête parce que quelqu'un qui est en freelance, c'est quelqu'un qui gère par définition par projet. Et donc, typiquement, si on prend un freelance qui fait du community management ou qui fait de la production de contenu social média, et bah, qu'il va falloir découper la mission. Typiquement, si c'est une mission sur un an, faut découper la mission par jalon parce que la motivation, elle s'estompe au fur et à mesure. C'est pas comme avec. Je trouve que c'est vraiment une autre mécanique de motivation que qu'on a avec nos employés, par exemple. Là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des livrables parce que le succès d'un projet, c'est le livrable dans la majorité des cas. Et du coup, il faut arriver à avoir des livrables et avoir des résultats de satisfaction et fêter un peu les succès tout au long de la relation si c'est sur un an. Et donc ça, c'est hyper important de se dire, bon, bah, on va scoper des moments de succès entre guillemets à chaque fois pour s'assurer que la personne elle perd pas le fil. Bah, c'est Donc super. voilà. C'est super, je pense que ça va parler à beaucoup de dirigeants ou de décideurs qui vont se poser des questions sur HubSpot, qui savent pas trop comment commencer, et puis ni comment se faire accompagner, tu vois, qui n'ont pas forcément des bonnes personnes dans leur réseau, qui vont devoir faire des recherches par elles-mêmes, etc. Donc ça te permet de challenger pas mal sur la méthodologie de projet. C'est ça qui Mm. rassure, qui instaure aussi la confiance, qui fait en sorte que bah, la relation client, c'est pas juste un quelqu'un qui va prendre ton projet, faire tout ce qu'il a à faire et ensuite te livrer quelque chose. Donc, faut s'assurer vraiment qu'à chaque étape, il y ait des allers-retours avec le client pour bah, forcément. Et puis parfois, et comme ça a été le cas avec toi, il y a des projets où au sein d'une même timeline assez réduite, le projet va devoir évoluer, qu'il y a d'autres process qui sont, comme on les remet en place, il y a d'autres Mm. choses qui sont impliquées dans ce projet, sur lesquelles il va falloir avoir une prise de recul, etc. Donc c'est important d'avoir cette méthodologie très organisée pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Mm. Donc Magma est parti d'une version gratuite, HubSpot. Aujourd'hui, vous utilisez les trois hubs, que ce soit Mm. Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, avec des versions pro à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite niveau business? Bah écoute, niveau business, c'est le plus simple, c'est qu'on arrive à nos objectifs le plus rapidement possible et sans trop de casse, de continuer de délivrer de la valeur pour nos clients. Parce que tous les jours, nous, on voit les commentaires de nos utilisateurs finaux qui sont super contents d'avoir trouvé des réponses à leurs questions et d'avoir confiance dans leurs décisions de rejoindre des écoles, d'acheter un service ou d'acheter un produit, donc ou de rejoindre une entreprise, puisqu'on a aussi des use cases sur le recrutement où la personne passe des entretiens de candidature et en parallèle l'entreprise le met en relation avec un employé pour que il puisse rester motivé pour aller au bout du process de recrutement. Donc ça, nous tous les jours on voit des commentaires qui sont super positifs et qui remercient la personne qui l'a accompagné et qui lui a ouvert les portes de l'organisation d'une autre perspective. Donc ça, c'est clair et net. Et après, sur la partie HubSpot, c'est plus de workflow et plus d'automatisation dans ce qu'on fait pour faire en sorte que le temps humain qu'on passe, il soit à vraiment délivrer de la valeur et créer de la relation avec nos clients et vraiment s'assurer que on ait des bonnes relations avec eux et qu'on réponde bien à leurs besoins. C'est aussi une manière pour nous de pouvoir récolter énormément de feedback, de passer du temps avec eux. Donc, passer moins de temps à de la facturation, c'est passer plus de temps avec eux à échanger,
à discuter d'autres choses, pas forcément du projet en lui-même, mais d'autres choses connexes qui pourraient nous donner des idées pour créer des nouveaux produits pour eux ou développer des nouvelles fonctionnalités. Et c'est comme ça qu'on est passé d'ailleurs de la première version de Magma à la deuxième version. C'est en échangeant autour d'un déjeuner avec un de nos clients pour comprendre un peu ces problématiques et qui nous dit, mais en fait, moi j'ai des gens, ils ont épuisé leur réseau là parce ils sont, ils sont super à fond sur ce qu'on fait, mais ils ont coopté ou ils ont parrainé tout leur réseau. Donc maintenant, comment on fait? Et du coup, c'est là où on est arrivé sur, bah, en fait, il y a plein d'autres de vos prospects qui se posent des questions et donc on pourrait les mettre en relation et c'est comme ça que c'est parti et que la machine a pris un nouvel envol là-dessus. Donc c'est comme ça qu'on avance maintenant avec nos clients, quoi. Ok. Eh ben, pour résumer, tu as plus de data dans ton HubSpot, ça te permet d'avoir plus de Exactement. recul, en tout cas sur la connaissance de tes clients, et toi derrière, bah, tu prends les bonnes décisions, les orientations stratégiques de Magma. Bah, en Mm. fonction de ça, de ces retours qui sont centralisés dans HubSpot. Bah, c'est super. Je te remercie beaucoup, Joris, en tout cas pour ton retour. Je suis certain que la vidéo va parler à beaucoup de personnes. Et puis tu restes, en tout cas, le numéro un des invités de ce podcast Yes We Talk. Et je suis très heureux que ce soit toi. Merci à toi, Joris. Super. Merci à toi pour l'invitation, Samir.